Le point presse sur le coronavirus débutera. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous, dont les porteurs de lunettes. Je vais passer la parole au docteur Van Latem qui va un petit peu nous expliquer ce qu'il en est de l'évolution des chiffres. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous allons comme d'habitude commencer par les derniers chiffres de l'épidémie. Au cours des 7 derniers jours, on a eu en moyenne par jour 502 nouveaux cas, ce qui est, comme vous l'avez d'ailleurs constaté déjà depuis quelques jours, une augmentation, en l'occurrence une augmentation de 13%. On avait 445 nouveaux cas en moyenne par jour durant la semaine comparative 8 jours avant. C'est donc une tendance à la hausse que nous voyons depuis maintenant quelques temps et donc il faut suivre. C'est une tendance à la hausse qui se marque globalement dans toutes les provinces et qui se marque toujours essentiellement chez les moins de 60 ans. Chez les plus de 60 ans, clairement, on reste plus à l'abri de ce tout petit rebond actuel. Alors au niveau des régions, que peut-on dire ? La région de Bruxelles-Capitale, qui est depuis un certain temps celle dans laquelle il y a le plus de nouveaux cas, reste leader, si on peut dire. C'est toujours là qu'il y a le plus grand nombre de cas. 132 nouveaux cas en moyenne par jour, effectivement, soit une augmentation comme l'augmentation nationale de 13%. En Anvers, on a à nouveau aussi une augmentation de 21%, puisqu'on était dans les 80 et quelques cas, et on est maintenant à 101 nouveaux cas par jour en moyenne sur les 7 derniers jours. Pour les autres provinces, cette augmentation est variable, de l'ordre de 12 à 33%, mais à nouveau, elle touche un plus petit nombre de personnes et donc, je dirais, dans l'absolu, un peu moins significative et importante que les chiffres que l'on a sur Anvers et sur Bruxelles. Deuxième indicateur, les admissions à l'hôpital. Et là, on a une petite augmentation puisqu'on a maintenant 21 hospitalisations par jour en moyenne, alors qu'on en avait 16 au cours des 7 jours qui ont précédé la semaine de comparaison. C'est effectivement un bon quart, 28% d'augmentation. À noter qu'on fonctionne là sur des chiffres qui sont des petits chiffres et donc que cela bouge forcément en pourcentage beaucoup plus rapidement. Au niveau de la mortalité, nous devons toujours déplorer un certain nombre de décès. En l'occurrence, il s'agit pour l'instant de 2 décès par jour, ce qui est, je dirais heureusement, nettement plus, 50% de moins que les 4 décès par jour que nous avions durant la semaine comparative avant celle-ci. Après ces messages épidémiologiques, nous voulions revoir avec vous aujourd'hui la manière de lutter contre le virus. Alors vous allez dire, mon Dieu, on vous en parle à peu près tout le temps depuis des mois. On va bien sûr parler des techniques classiques, mais on va aussi essentiellement parler de la vaccination. Et lorsque nous avons préparé ce sujet, nous ne savions pas qu'il était particulièrement à l'ordre du jour. Depuis des mois, vous le savez, notre vie de tous les jours est profondément modifiée par le Covid-19. Il menace notre santé, bien sûr, tout spécialement celle des plus vulnérables, mais il frappe aussi sévèrement notre vie affective, sociale, culturelle, et certains l'ont dit, il torpille notre économie. Dans ce contexte, et dans le contexte d'une maladie infectieuse transmise par les voies respiratoires, nous avons 4 moyens de lutte. Le premier, vous êtes censé le connaître parfaitement, c'est celui qu'on vous enseigne et qu'on vous demande d'appliquer maintenant depuis 2 mois. C'est une sorte de package qui comprend la distanciation sociale, l'utilisation correcte des masques partout où on ne peut pas observer cette distanciation sociale, et c'est la mesure des désinfections des mains. Ça n'a pas changé et ça va continuer à nous accompagner encore pendant des mois, quelles que soient les mesures d'assouplissement qui auront lieu dans le futur. Je suis prêt à parier que le prochain Conseil national de sécurité ne va pas bouger ces mesures-là. Elles seront une pierre angulaire pour les mois qui viennent.
Deuxième manière de lutter contre un virus, c'est bien sûr de pouvoir éventuellement traiter la maladie. Traiter la maladie demande un médicament qui soit efficace, qui soit bien toléré et si possible peu coûteux. Nous n'avons actuellement aucun médicament qui remplit ces critères. Il y a quelques médicaments qui permettent de modifier le cours de la maladie, mais rien qui permette de dire qu'on peut ainsi éliminer le virus sans qu'on ait des conséquences de santé délétères au préalable. Troisième manière de lutter, c'est cette notion que l'on connaît depuis maintenant déjà plusieurs mois, atteindre une immunité de groupe qui soit suffisante pour protéger les plus faibles d'entre nous. Cette immunité de groupe, elle a été estimée, il y a différentes études, entre 60 et 75% à peu près. 60 à 75% des gens qui auraient des moyens de défense, des anticorps par exemple, contre le virus. Or, la réalité de terrain, même de pays qui ont essayé cette notion d'immunité de groupe, comme la Suède par exemple, nous montre qu'en Occident en tout cas, on n'atteint guère plus que 20%. Comme dans la ville de Stockholm en Suède. Donc des résultats qui sont très loin des 60 à 75%. Et les modèles mathématiques nous montrent que si on veut obtenir cette immunité de groupe, on risque d'avoir un prix lourd à payer en hospitalisation et éventuellement en décès. Quatrième voie pour se protéger, et c'est là qu'on entre dans le sujet principal du jour, c'est la vaccination. La vaccination, tout spécialement justement pour une maladie infectieuse, virale, pour laquelle nous n'avons pas de traitement. Cette vaccination s'est imposée de très longue date comme étant là aussi la pierre angulaire de la lutte contre ce type de maladie infectieuse, de manière à obtenir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et de manière sûre une immunité au niveau personnel, pour votre intérêt à vous et au point de vue collectif, pour protéger ceux qui n'auraient pas été infectés, qui sont plus faibles et chez lesquels le vaccin peut-être ne fonctionnera pas. Exemple que nous connaissons tous, la rougeole ou la poliomyélite. Ceux qui sont plus âgés savent les ravages que cette maladie faisait encore dans les années 50 et le miracle que la vaccination a opéré lorsqu'il a été introduit vers 57-58. Pour l'instant, il faut insister, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons pas de vaccin contre le Covid. Donc pour l'instant, on va revenir très brièvement sur le fait qu'il faut garder ces distances d'1,50 m, qu'il faut utiliser le masque lorsque c'est nécessaire et qu'il faut se désinfecter les mains. Et comme je vous le disais, il faudra encore le faire pendant un certain temps. Aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque nous ne le savions pas, des informations circulent sur l'un des vaccins qui potentiellement sera en Belgique et donc je pense que c'est le moment ou jamais d'expliquer quel est le principe de la vaccination, comment ces vaccins sont développés et de répondre aux questions qui pourraient être sous-tendues par les informations de ce matin. La première question qu'on peut se poser, c'est comment ça fonctionne une vaccination? Parce que c'est peut-être évident pour un médecin ou un paramédical, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors le principe même de la vaccination, c'est de mettre en présence une personne vaccinée avec une partie d'un microbe qui lui permettra ainsi de développer ses moyens de défense, donc de développer ce qu'on appelle son immunité, sans pour cela devenir malade, bien sûr. C'est le principe du vaccin, c'est qu'il ne doit pas vous donner la maladie. Et c'est intrinsèquement ce qui se passe ici, puisque en aucun cas on va donner un virus vivant, ou même pas un virus entier, mais un petit bout de virus qui est incapable, par définition, de vous donner la maladie. Dans le cas du Covid-19, les chercheurs, dans le monde entier pratiquement, ont choisi une particule bien précise du virus, une particule qu'on appelle un antigène, qui est donc une protéine du virus. C'est une des protéines du virus qui dépasse la structure du virus. Vous la voyez ici, elle dépasse, et ce qui donne cet aspect d'ailleurs en couronne, qui donne le nom à coronavirus. C'est aussi simple que ça, c'est ce qu'on voit ici avec la flèche qui vous montre le spike, c'est ce qu'on appelle en anglais la spike protéine, autrement c'est une sorte d'épine, on voit une sorte d'épine qui sort du virus. Cette protéine, elle est fondamentale parce qu'elle sert au virus à entrer dans nos cellules.
S'il n'entre pas, forcément, il ne fera pas de dégâts. Et donc ce choix est très clair. Empêcher un microbe d'entrer dans votre organisme, c'est le meilleur endroit pour éviter qu'il ne fasse des dégâts. Prenons une comparaison qu'on connaît tous. Il vaut mieux éviter qu'un cambrioleur rentre dans votre maison qu'éventuellement l'arrêter lorsqu'il a complètement retourné et cassé tout dans votre maison. Eh bien, c'est le principe de ce type de vaccination. Il est appliqué à d'autres maladies comme la grippe par exemple, où c'est aussi cette clé d'entrée que l'on essaye de bloquer. Lorsque l'on va injecter cette protéine, cette petite spike protéine, que va-t-il se passer? Eh bien, on espère, et les premiers résultats le montrent chez les volontaires, que notre système de défense, notre système immunitaire, va apprendre à réagir contre ces spike protéines et donc contre l'entièreté du virus qui est derrière, et de cela de deux manières. La première manière, c'est en développant les anticorps. Vous savez à peu près tout ce que c'est maintenant, puisqu'on sait qu'on fait des anticorps qu'on recherche dans le sang lorsqu'on fait la maladie. Ces anticorps sont des protéines qui vont bloquer le virus et l'empêcher donc, puisque la clé ne sait plus rentrer dans la serrure, d'entrer dans notre organisme. C'est bien sûr le point fondamental qu'on essaye d'avoir avec la majorité des vaccins. Par ailleurs, et c'est important, il va aussi entraîner certains de nos globules blancs, qui portent le nom peut-être un peu barbare pour vous de cellules T. Et ces globules blancs sont des sortes de gendarmes qui vont réveiller éventuellement des cellules infectées ou qui vont même éventuellement d'ailleurs les tuer de manière à ce que le virus ne puisse pas s'y multiplier. Ils sont un facteur important de lutte contre les infections virales et on espère, et les premiers éléments le montrent, que les vaccins vont aussi induire ce système de défense-là. Deuxième question. Où en est-on dans le développement du ou des vaccins? Je dis des vaccins parce que vous avez appris qu'il y en a des centaines, dont des dizaines sont en expérimentation clinique actuellement. Alors effectivement, dès le début de la pandémie, déjà en février-mars, lorsqu'elle était encore en Asie, des recherches internationales ont été lancées pour avoir des candidats vaccins. Plusieurs sont maintenant arrivés au stade du développement clinique et sont donc essayés chez l'homme. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est une question que l'on pose souvent, c'est une objection qu'on a souvent, c'est que si ces études sont déroulées plus rapidement, elles ne sont pas déroulées sans prendre les mesures nécessaires pour bien contrôler ce qui se passe dans ces essais cliniques. On ne prend pas des risques quant à la succession des phases classiques de développement d'un vaccin. Vous n'êtes pas des spécialistes de vaccins, mais en deux mots pour vous rappeler comment ça se passe et se raccrocher d'ailleurs à l'actualité du jour, il y a une première phase dans laquelle le vaccin est injecté à quelques dizaines de personnes. On cherche la bonne dose du vaccin, on veut vérifier qu'il n'a pas d'effets secondaires évidents chez un petit nombre de personnes. Si ce vaccin est toléré, si ce vaccin produit éventuellement d'ailleurs déjà les anticorps, on va l'essayer dans une deuxième phase. Et cette deuxième phase, on va voir ce qui se passe, et c'est les mêmes choses que l'on surveille chez quelques centaines de personnes, pour avoir une meilleure idée tant de sa tolérance que de l'effet de production de moyens de défense, comme les anticorps, chez les personnes en question. La troisième phase est une phase fondamentale. C'est celle qui est en cours d'ailleurs pour déjà certains vaccins, ceux qui sont les plus avancés. C'est celle qui nous montre, et on l'espère, que des sujets qui reçoivent le vaccin sont réellement protégés contre la maladie. On ne va pas leur donner la maladie volontairement, bien sûr, mais ces études sont faites dans des endroits du monde où il y a encore beaucoup de maladies pour voir si, ce faisant, les personnes qui reçoivent le vaccin sont protégées. On les compare d'ailleurs par rapport à des gens qui reçoivent ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un vaccin qui ne protège pas, en l'occurrence, potentiellement contre le Covid. Ce sont des études qui se font sur des dizaines de milliers de personnes. On estime actuellement que pour chacun des vaccins arrivés à un stade avancé de la maladie, ces études vont couvrir entre 30 et 90 000 personnes. Donc un nombre considérable de personnes sont dans les tests en question pour obtenir une preuve complète de l'efficacité du vaccin. On en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez entendu qu'un des vaccins
d'ailleurs le vaccin qui potentiellement serait le premier chez nous, a eu ses études arrêtées à cause d'un effet secondaire non compréhensible pour l'instant, survenu chez un des volontaires, en l'occurrence en Grande-Bretagne. Eh bien, j'ai envie de dire que ceci souligne tout le sérieux avec lequel ces études sont faites. Tout le sérieux parce que dans toutes les études vaccinales, il existe un comité indépendant qui n'a aucun lien avec la firme en question et qui suit les données et qui suit les effets secondaires. Et c'est ce comité qui donne un signal en disant « Oui, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut arrêter les études et prendre le temps, quelques jours, quelques semaines éventuellement, pour voir si cet effet secondaire a un lien avec la vaccination. » Et donc, c'est ce qui s'est passé ici avec le vaccin, en l'occurrence d'AstraZeneca. Cela se passe, j'ai envie de dire, tous les jours, avec un tas de vaccins, et simplement, ce n'est pas relayé dans la presse, alors qu'ici, cet arrêt a été relayé dans la presse, au vu effectivement de l'importance que la vaccination relève potentiellement pour le sujet en question. C'est donc une procédure tout à fait banale, normale, et qui vous montre que tout ceci est suivi correctement, même pour ces vaccins qui sont préparés plus rapidement que les vaccins classiques. En effet, dans le contexte tout à fait particulier de la pandémie, on n'est pas devant une maladie qui existe de longue date et où on cherche un vaccin, je dirais, à son aise. On est devant une situation urgente. Une coopération et une coordination tout à fait particulière a eu lieu entre les chercheurs, l'industrie pharmaceutique et les agences des médicaments, aussi bien en Europe, ce qu'on appelle l'EMA, qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle la FDA. Ceci a permis, en laissant tomber les temps morts et l'administration, de raccourcir de manière tout à fait significative les délais dans les différentes phases dont je vous ai parlé de l'étude et de permettre de faire ainsi en 6 mois ce qui prend d'habitude 3 à 6 ans. Et je dirais que c'est quelque chose qui est remarquable parce que ça a demandé un effort important de communication de résultats et de discussion, je dirais, online, dans des structures qui ont parfois plus l'habitude de l'administration et de la lourdeur. Ceci s'est fait dès le début et ceci continue, on le voit, puisque en des stades même avancés, comme la phase 3, on peut avoir une structure qui dit « il faut arrêter pour savoir ce qui se passe ». Dans le monde entier, donc, des dizaines de milliers de personnes, je vous ai dit, 30 000, 50 000, 90 000, sont ainsi suivies et seront au moins suivis pendant 6 mois lorsque les vaccins seront réellement libérés pour être administrés aux populations, après des autorisations des autorités tant internationales, européennes et américaines, que nationales au niveau des différents pays. On l'a dit, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème avec le développement du vaccin, nous nous attendons à avoir un vaccin en Belgique pour le printemps, c'est-à-dire quelque part en mars ou à fin mars. D'ici là, d'ailleurs, il est fort possible ou probable que d'autres pays auront eu le vaccin avant, tant en Europe qu'aux États-Unis, et quelques centaines de milliers ou de millions de personnes auront déjà reçu ce vaccin avant que la population le reçoive chez nous. Dans notre pays, c'est du ressort de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé de suivre, et elle le fera avec sévérité, l'efficacité et l'innocuité des vaccins, et tout un réseau qui existe déjà est en train de se renforcer et d'être mis en place, entre autres en collaboration avec la première ligne médicale. Maintenant, c'est beau d'avoir un vaccin, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de ce vaccin? Est-ce qu'on aura une protection un peu, beaucoup, passionnément? Eh bien, ce qui est clair, c'est que la vaccination peut nous donner soit une protection entière contre la maladie. Vous êtes vacciné contre la polio, vous ne faites pas la polio, par exemple. Parfois, elle peut simplement diminuer la gravité de l'infection, mais vous admettrez que pour le Covid-19, déjà diminuer la gravité serait quelque chose de fondamental. Elle peut aussi, indépendamment du degré de protection individuelle, permettre d'éviter que nous ne soyons porteurs au niveau de nos voies respiratoires du virus. Et ce serait un point important parce qu'être porteur, même sans être malade, c'est le risque que le virus fasse un ricochet par vous pour toucher quelqu'un de fragile qui le rendrait éventuellement malade.
Alors est-ce qu'on aura ça? Est-ce qu'on aura tout ça? Eh bien, nous n'en savons actuellement rien. C'est effectivement le but des études qui sont en cours. Ces études nous apprendront le type de protection, l'intensité de la protection qui sera conférée par les vaccins, tout comme d'ailleurs, une question qu'on pose sans arrêt, la durée de cette protection. Nous ne la connaissons évidemment pas maintenant. Nous ne la connaîtrons pas encore, bien sûr, au mois de mars ou avril. C'est le suivi des choses qui permettra de savoir. Mais autant un vaccin comme la rougeole protège à vie, autant, vous le savez, un vaccin contre la grippe doit être fait chaque année. Et c'est le futur qui nous apprendra où les vaccins Covid se placeront exactement. Sachant tout cela, vous allez dire, mais pour nous, Belges, qui va avoir ce vaccin? Quelles seront les cibles qui vont recevoir ce vaccin de manière prioritaire en mars et en avril? Alors, vous vous en doutez, il y a une demande internationale gigantesque pour les vaccins en question. Et malgré le fait qu'on sait déjà que la Belgique aura, au printemps, 7,5 millions de doses du premier vaccin, le vaccin AstraZeneca, s'il n'y a pas de problème dans son développement, nous n'aurons pas 7,5 millions de doses de vaccin au courant du mois de mars. On sait déjà qu'on aura de l'ordre d'1,5 million, par exemple. Donc, il faut savoir qui doit être vacciné en première intention. Ces groupes cibles, c'est du ressort du Conseil supérieur de la santé de les établir, et le Conseil supérieur de la santé a établi cette étude. Elle est d'ailleurs disponible sur son site. Je vous invite, pour plus de détails, à aller sur le site du Conseil supérieur de la santé. Et ces données nous disent quoi? Eh bien, elles nous disent que très judicieusement, j'ai envie de dire, et tous les pays font ça actuellement, tant en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, en Australie, etc., le premier groupe qui va être vacciné est le groupe qui est à la fois potentiellement le plus exposé et le plus nécessaire dans le cadre d'une extension de la maladie. Vous devinez qu'il s'agit de tout ce qui est personnel médical, paramédical, tout ce qui est personnel des soins de santé, je dirais d'ailleurs à plus juste titre, au sens le plus large du terme, de manière à leur permettre de lutter contre l'infection dans les meilleures conditions si la pandémie venait à reprendre de l'ampleur. Suivront directement après, ou en même temps, si on a assez de doses, les personnes les plus fragiles. Alors, les personnes les plus fragiles, vous savez tous, d'après les chiffres que vous avez malheureusement vus, qu'il s'agit des gens essentiellement de plus de 65 ans, tout spécialement si ces personnes de plus de 65 ans ont des pathologies sous-jacentes. Ou il s'agit, après les personnes de plus de 65 ans, des personnes entre 45 et 65 ans, si elles ont ce genre de pathologie. De quoi parle-t-on? Pour être clair, on parle essentiellement du diabète, on parle de l'obésité, on parle de l'hypertension, on parle de pathologies chroniques des organes comme la bronchite chronique, l'insuffisance cardiaque par exemple. À côté de ces groupes, je dirais évidents, il y aura peut-être d'autres groupes que l'on va définir au fur et à mesure que les études sur les vaccins vont se développer, au fur et à mesure que nos connaissances vont augmenter. Et ces groupes devront à ce moment-là être insérés dans le calendrier de vaccination en question. Ce qui doit être clair pour tous, et je pense que ça c'est extrêmement important, c'est de se dire que cette vaccination ne sera par définition offerte aux personnes qui n'ont pas de risque particulier. Je pense à des jeunes adultes en parfaite santé qu'après que la vaccination ait été possible pour la population à risque ou la population exposée. Et globalement, une fois de plus, et je pense qu'on pourra vraiment le dire à ce moment-là, ensemble, nous aurons construit une nouvelle ligne de défense, un nouveau mur pour nous protéger du Covid-19. En attendant, il n'est pas encore là ce vaccin, donc en attendant, faites attention à ce qu'on a dit au départ, faites attention aux mesures barrières classiques. Il reste encore quelques mois devant nous et on continuera à vous entretenir du vaccin par d'autres interventions, je vous le promets. Et je vous remercie de continuer à lutter avec nous contre ce virus. Merci. Goedemiddag. Bonjour à tous. De afgelopen week werden er gemiddeld 502 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. En dit is een stijging met 13% ten opzichte van de week voordien,
toen er nog gemiddeld 445 nieuwe gevallen per dag vastgesteld werden. Deze cijfers bevestigen de stijgende trend waarin we de afgelopen 5 dagen opnieuw zijn terechtgekomen. Deze stijgende trend zien we terug in nagenoeg alle provincies en bij verschillende leeftijdsgroepen, jonger dan 60 jaar, en het lijkt dan ook een algemeen fenomeen te zijn. Op regionaal niveau blijft het Brussels hoofdstedelijk gewest verantwoordelijk voor het hoogste aantal nieuwe gevallen. De afgelopen week werden hier elke dag 132 nieuwe gevallen vastgesteld, wat een stijging is met 13% ten opzichte van de week voordien. In Antwerpen werden er de afgelopen week gemiddeld 101 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. En dat is een stijging met 21% ten opzichte van de week ervoor. In de andere provincies zien we toenames in de weekgemiddelde tussen de 12 en de 33%, met uitzonderingen van Vlaams-Brabant, Luik en Luxemburg, waar we wel nog dalingen konden vaststellen. Wat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames betreft, zien we de voorbije paar dagen ook een toename van de weekgemiddelde. De afgelopen week waren er gemiddeld 21 ziekenhuisopnames per dag. 2 weken eerder waren er dat nog 16 en dat is een toename met 28%. Deze cijfers moeten ons eraan doen herinneren dat het virus nog steeds toeslaat en dat het belangrijk blijft om ons allemaal met de gouden regels te beschermen om de infecties tegen te gaan. Er is ook goed nieuws. De sterftecijfers blijven momenteel dalen. De afgelopen week vielen er gemiddeld 2 overlijdens per dag te betreuren, wat een daling is met 47% ten opzichte van de week ervoor, toen er nog gemiddeld 4 overlijdens waren. Vandaag willen we met jullie het hebben over de middelen die we voorhanden hebben om het COVID-19-virus te bestrijden. Al maandenlang is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd door COVID-19. Niet alleen bedreigt het onze gezondheid en vooral die van de meest kwetsbare personen, maar het beïnvloedt ook ons emotionele, sociale en culturele leven en het torpedeert onze economie. Tegen een besmettelijke ziekte, die voornamelijk via ademhaling wordt overgedragen, kunnen 4 middelen worden ingezet. Ten eerste de regels, de basisregels. Afstand houden, goed gebruik van mond-neusmaskers, waar nuttig, en het ontsmetten van de handen. Ten tweede het hebben van een goede behandeling om ernstig zieke patiënten snel te kunnen genezen. Op dit moment is dat er nog niet of onvoldoende. Ten derde het verkrijgen van groepsimmuniteit, om vooral de meest kwetsbaren tegen een ziektestorm te beschermen. Men schat dat tussen 60 en 75% van de mensen geïmmuniseerd zou moeten worden om dit doel te bereiken, maar de hoogste cijfers die momenteel bekend zijn, duiden op 20%, zoals bijvoorbeeld in de Zweedse stad Stockholm. Wiskundige modellen laten ook zien dat de prijs die betaald zou worden in dat geval zeer hoog kan oplopen. Een vierde middel om dergelijke ziekten te bestrijden is vaccinatie. Vooral voor virusziekten zonder geneesmiddelentherapie is dat al lang bekend als de meest effectieve en veiligste manier om persoonlijke en collectieve bescherming te bieden. Denk bijvoorbeeld aan mazelen of kinderverlamming polio. Momenteel hebben we echter nog geen vaccin voor COVID-19. Op dit moment kunnen we dus enkel vertrouwen op het eerste middel. Vandaar dat we zo hard benadrukken dat het belangrijk blijft om 1,5 meter afstand te houden, je mond-neusmasker correct te gebruiken waar dat nuttig en nodig is en je handen goed en regelmatig te ontsmetten. Omdat er momenteel veel informatie circuleert in de media over vaccinatie, de ontwikkeling van vaccins, hoeveel bescherming zo'n vaccin zou kunnen geven en wie dat vaccin, als het beschikbaar wordt,
dan eerst zou moeten krijgen, daar willen we u vandaag wat meer informatie over geven. Voor eerst de vraag: hoe werkt vaccinatie precies? Het principe van vaccinatie is om in contact te komen met een deel van het virus en afweer op te bouwen zonder erg ziek te worden. Zo'n deel van het virus, niet levend, wordt het antigeen genoemd. In het geval van COVID-19 kozen de wetenschappers als antigeen een eiwit dat als een doorn uit de structuur van het virus steekt. En daarom wordt het een spike-proteïn, in het Engels genoemd, een doorn-eiwit. Dit is de intredepoort van het virus, waartegen dus afweer wordt opgebouwd. Dit is ook de methode die vergelijkbaar is met hoe het griepvaccin wordt samengesteld. Na injectie zal ons lichaam op 2 manieren kunnen reageren om het virus te bestrijden. Enerzijds antilichamen, die specifiek het virus of dat onderdeel gaan neutraliseren. En anderzijds traint het ons lichaam om witte bepaalde bloedcellen, de T-lymfocyten, specifiek te trainen dus, om die selectief aan te vallen en verdere verspreiding binnen het lichaam te verhinderen. Waar zitten we momenteel met de ontwikkeling van het vaccin? Internationaal onderzoek heeft vanaf het begin van de pandemie geleid tot de ontwikkeling van meerdere kandidaatvaccins, waarvan er verschillende het stadium van menselijke proeven hebben bereikt. Deze studies worden sneller afgerond dan voor andere vaccins, maar zonder risico's te nemen wat betreft de volgorde van de klassieke ontwikkelingsfase. In de eerste fase wordt de veiligheid getest en de optimale dosis gevonden bij enkele tientallen mensen. In een tweede fase vergelijkt men de reactie bij enkele honderden testpersonen met de reactie bij reeds genezen COVID-patiënten. En in een derde cruciale fase kijkt men of testpersonen beschermd zijn als ze in contact zijn gekomen met het virus in de gemeenschap. Dus met het wilde, circulerende virus. Het gaat hierbij om duizenden mensen, waarvan ook een deel een placebo krijgt. Een placebo is een injectie zonder het vaccin zelf. Zo krijgen we het grondige bewijs of het vaccin al dan niet echt werkt. Momenteel zitten verschillende kandidaatvaccins in deze laatste derde fase. En vandaag heeft een van de kandidaatvaccins zijn proeven onderbroken, gezien een vrijwilliger ongewenste bijwerkingen heeft vertoond. Een onafhankelijke commissie moet nu onderzoeken of de bijwerkingen toevallig zijn of te wijten aan het kandidaatvaccin. Dit toont nogmaals aan dat de juiste procedures gevolgd worden en dat het een vaccin pas op de markt komt als het veilig en effectief is. In deze specifieke pandemische context hebben de nauwe samenwerking en coördinatie tussen de onderzoekers, de farmaceutische industrie en de geneesmiddelagentschappen het tijdsbestek verkort en werden de productiestructuren al van bij het begin van de studies gebouwd of aangepast. Dus voordat bekend wordt of het vaccin effectief zou zijn en of het in productie kon worden genomen. Dit is zeer uitzonderlijk. Wereldwijd zullen tienduizenden mensen in deze studies gedurende ongeveer 6 maanden worden gevolgd. Maar ook daarna zullen alle nationale en internationale autoriteiten de gevaccineerde mensen nauwlettend in de gaten houden. Het eerste vaccin wordt in het voorjaar in België verwacht. En het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, zal de doeltreffendheid en de veiligheid van het vaccin hier in België nauwlettend in het oog houden, in samenwerking met de eerste lijns gezondheidsactoren. Welke bescherming biedt het vaccinatie? Vaccinatie kan ons volledig beschermen tegen de ziekte of soms alleen maar de ernst van de symptomen verhinderen. Het kan ook
los van de bescherming voor onszelf, voorkomen dat we anderen besmetten. In het bijzonder de kwetsbare mensen. Alleen de opvolging van de lopende studies zal ons vertellen welk type bescherming de COVID-19-vaccins bieden en voor hoe lang. Voor mazelen, een ander virus, is dit bijvoorbeeld voor het leven, maar voor de griep moet jaarlijks de vaccinatie worden hernieuwd. Wat zijn nu de primaire doelgroepen, de prioritaire doelgroepen voor de vaccinatie? Er zal immers aanvankelijk niet genoeg voorraad zijn om alle Belgen die dit wensen te vaccineren. Daarom worden er dus prioritaire doelgroepen bepaald door de Hoge Gezondheidsraad. Dat is het wetenschappelijk adviesorgaan bevoegd hiervoor in België. De prioritaire doelgroepen omvatten in de eerste plaats al het personeel in de gezondheidszorg. En dit in brede zin van het woord, zodat zij kunnen blijven strijden tegen een mogelijke hervatting van de pandemie. Vervolgens gaat het om diegenen die het meest liever kwetsbaar zijn voor een aanval van het virus. Met name personen ouder dan 65 jaar, met of zonder extra risicofactoren, en personen tussen 45 en 65 jaar met risicofactoren zoals suikerziekte, overgewicht, hoge bloeddruk of chronische longaandoeningen. Afhankelijk van de opvolging van de lopende studies en de behoeften op het terrein kunnen andere prioritaire groepen worden opgenomen. Vaccinatie van testpersonen met een laag risico op ernstige ziekte wordt pas gestart nadat deze prioritaire groepen gevaccineerd zijn en beschermd. Zo zullen we opnieuw in deze fase een sterke verdedigingslinie bouwen tegen COVID-19. Maar op dit moment hebben we dus nog geen vaccin. En we kunnen niet voldoende vaak vragen om de basisregels goed te respecteren. En ondertussen toch te genieten van de activiteiten die binnen dit kader mogelijk zijn. Voor uw mentale gezondheid, maar ook voor ons sociaal en cultureel leven. Bedankt voor jullie blijvende bijdrage in de bestrijding van het virus. Ces derniers jours, le nombre de contaminations confirmées a légèrement augmenté. Ce n'est pas une nouvelle à prendre à la légère, mais comme l'a expliqué le docteur Van Latem, ce n'est en aucun cas dramatique. L'occupation de lits d'hôpitaux par des patients atteints du Covid-19 reste à un niveau plancher et le nombre de nouvelles admissions est limité. Cette augmentation du nombre de contaminations n'est pas non plus tout à fait étonnante. Le virus est toujours présent, actif dans notre société et peut se propager lors de nos activités quotidiennes. Nous devons continuer à freiner sa propagation, mais malgré toutes les précautions prises, le risque zéro n'existe évidemment pas. En tant que société, nous devons prendre acte de la présence de ce virus. Cela ne signifie certainement pas que nous pouvons baisser la garde. Nous devons rester vigilants, vigilance des différentes autorités qui suivent la situation afin de prendre, le cas échéant, les actions nécessaires. Mais la vigilance est également nécessaire au niveau individuel. Nous sommes tous acteurs de la gestion de ce risque. Et qui dit être acteur dit que nos comportements ont des conséquences. On ne peut pas juste être indifférent à la présence du virus. En nous tenant aux 6 règles d'or, en les intégrant en cette période comme des réflexes, vous prenez soin de votre propre santé et de celle des autres. Rappelons aussi que les employeurs, les commerçants, les organisations socioculturelles, sportives, les établissements ORECA, tous ces gestionnaires de lieux de vie jouent également un grand rôle et se doivent également de rester vigilants face au virus. Ces derniers mois, de nombreuses mesures ont été prises par ces organisations sur les lieux de travail, dans l'encadrement de leurs activités. Il reste important de maintenir, d'inscrire ces habitudes saines dans leur politique de prévention, plus largement dans notre culture du risque. Nous connaissons tous le virus maintenant. Nous savons également comment ralentir sa propagation. Que ces chiffres récents
nous incite à rester vigilants, à garder un comportement consciencieux. Compte tenu de l'évolution actuelle des courbes, nous vous retrouvons vendredi pour continuer à vous apporter plus d'explications sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises dans notre pays. Merci pour votre attention, pour votre application et pour votre implication. Goedemorgen. De afgelopen dagen zijn de aantal besmettingen licht gestegen. Dat is absoluut geen goed nieuws, maar het is ook absoluut nog niet dramatisch. De bezetting door COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen is nog ver onder het niveau van tijdens de periode maart-april. En het aantal nieuwe opnames is nog beperkt in de ziekenhuizen. Deze stijging van het aantal besmettingen is ook niet geheel onverwacht. Het virus is nog steeds aanwezig in onze maatschappij en is ook nog actief en kan zich onzichtbaar verder verspreiden tijdens onze dagelijkse activiteiten. Want ondanks alle voorzorgsmaatregelen die er genomen zijn, bestaat een nulrisico niet. Dit zullen we als maatschappij moeten aanvaarden en ons gedrag hieraan aanpassen. Dit wil absoluut niet zeggen dat we laks mogen worden. Waakzaamheid blijft geboden. Waakzaamheid bij de verschillende overheden die de situatie opvolgen en indien nodig de nodige beleidsbeslissingen kunnen nemen. Maar ook waakzaamheid op individueel vlak is geboden. Iedereen is immers actor in de beheersing van dit risico. Niemand kan, mag zich onverschillig opstellen. Het gaat om de gezondheid van ons allemaal. Door de 6 gouden regels aan te nemen als gezonde reflexen, zorg je voor je eigen gezondheid en deze van de anderen. Ook de werkgevers, socioculturele organisaties, horecazaken, sportclubs zullen waakzaam moeten blijven voor het virus. Er zijn de afgelopen maanden veel voorzorgsmaatregelen genomen op de werkvloer. Deze moeten deel gaan uitmaken van een gezonde cultuur. Ook in het verenigingsleven blijft het belangrijk om de gezonde gewoonten aan te houden. We kennen ondertussen allemaal het virus. We weten ook hoe we de verspreiding van het virus kunnen afremmen. Laat deze cijfers ons motiveren om waakzaam te blijven en ons gedrag aan te passen aan de huidige situatie. Rekening houdend met de recente stijging van het aantal bevestigde besmettingen, zullen we u vrijdag opnieuw meer duiding geven tijdens een persmoment. Dus de volgende persmoment zal doorgaan vrijdag om 11 uur. Maar voor af te sluiten geef ik eerst nog het woord aan mijn collega voor de vragen van de journalisten. Het aantal nieuwe infecties stijgt opnieuw, maar er worden blijkbaar ook 10% meer testen uitgevoerd. Is de stijging daaraan te wijten of zijn er nog andere redenen? Het feit dat er meer testen worden uitgevoerd is zeker een reden om aan te nemen dat we dat goed doen en dat dus sneller wordt vastgesteld wat dat de evolutie is. Maar er is ook een effect van mensen die terugkeren uit vakantie. En we stellen ook vast dat de maatregel om het aantal contacten te beperken minder wordt gerespecteerd. Wat wel goed is, is dat oudere mensen zich nog steeds goed beschermen. On constate à nouveau une augmentation des nouvelles infections, mais le nombre de tests effectués a aussi été augmenté d'environ 10%. Peut-on imputer l'augmentation des cas à la hausse des nombres de tests ou voyez-vous d'autres raisons potentielles? Alors, il est clair qu'une partie de l'augmentation du nombre de cas est liée à l'augmentation du nombre de tests. Une des preuves en est le pourcentage stable aux environs de 2,6% de tests positifs par rapport à l'entièreté des tests qui sont pratiqués. Cependant, on ne peut pas nier qu'une partie de ces cas sont liés à des retours de voyage dans des zones rouges, par exemple, que c'est lié aussi dans certaines circonstances au fait que les mesures ne sont pas parfaitement gardées, même dans nos régions. Ce qui est rassurant, c'est que ces tests positifs sont essentiellement chez des personnes relativement jeunes et donc qui sont moins sensibles au virus et donc qui sont moins susceptibles d'avoir une évolution sévère de la pathologie. Les personnes qui tombent malades à cause du coronavirus sont-elles moins gravement touchées, notamment parce qu'il y a déjà plus de connaissances sur la maladie et son traitement?
Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a 2 points. Il y a d'une part que les personnes qui sont malades actuellement et hospitalisées sont essentiellement aussi des gens qui sont plus jeunes que les personnes qui étaient hospitalisées dans la phase du printemps, c'est-à-dire de mars, avril, mai, que ces personnes ont un peu moins de pathologies sous-jacentes et qu'effectivement, deuxième partie, nous disposons d'une meilleure connaissance des traitements, de ceux qui marchent le mieux et qu'entre autres, on a pu adjoindre maintenant depuis quelques mois ces traitements à base de cortisone, entre autres de dexaméthasone, qui permettent d'éteindre l'incendie provoqué éventuellement par le virus et qui emportait les gens les plus fragiles. Cependant, il faut dire que pour l'instant, nous n'avons pas encore de publications qui permettent d'étayer scientifiquement ce point, mais c'est un ressenti des cliniciens au niveau des soins intensifs. Zijn de mensen die nu ziek worden door het coronavirus minder ernstig ziek? Bijvoorbeeld doordat er nu al meer kennis is over de ziekte en over de behandeling ervan? Enerzijds is het zo dat het gaat om een andere populatie dan in de eerste golf. Dus jongere mensen, relatief jongere mensen met minder onderliggende aandoeningen. Dus de ernst van de ziekte is minder uitgesproken. En anderzijds is het inderdaad zo dat de behandelingen verder geoptimaliseerd zijn geraakt door internationale samenwerkingen. En ook de ondersteunende therapie met onder meer oude producten zoals dexaméthasone zijn zeker nu hun vruchten aan het afwerpen. In de Brusselse regio ligt de incidentie nog maar in 3 van de 19 gemeenten onder de drempel van 50 gevallen per 100.000 inwoners over een periode van 7 dagen. Ongeveer de helft zit boven de 75 gevallen per 100.000 inwoners. Kunnen we stellen dat de situatie in het Brussels gewest verslechtert? We moeten eerst corrigeren dat wij rekening houden met een drempel niet op basis van 7 dagen, maar op basis van een drempel over 14 dagen. En inderdaad kunnen we bevestigen dat gans Brussel ruim boven die drempelwaarde van 50 gevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen zit. En région bruxelloise, il ne reste plus que 3 communes sur les 19 avec une incidence de moins de 50 cas par 100 000 habitants au cours de la dernière période de 7 jours. Près de la moitié ont plus de 75 cas par 100 000 habitants. Peut-on dire que la situation empire dans la région de Bruxelles-Capitale? Premier point, une petite correction. Effectivement, on ne fonctionne pas sur des taux par 7 jours, mais on fonctionne par des taux sur 14 jours. Ça, c'est un point méthodologique. Deuxième point, globalement, la ville de Bruxelles est actuellement, l'entité bruxelloise est actuellement au-dessus du seuil rouge, c'est-à-dire un seuil de l'ordre de 50 pour 100 000 au-dessus du seuil de 50 par 100 000 pour 14 jours. C'est globalement ainsi dans l'entièreté de l'entité. Il est beaucoup question de la réduction de la durée de la quarantaine. Quels seraient les risques d'une telle mesure? Alors on sait que lorsque l'on attrape le virus, 95% des gens vont faire des symptômes s'ils développent des symptômes en ayant les 14 jours. Et une partie des gens n'auront pas de symptômes et vont être simplement porteurs du virus pendant le temps en question. Si on raccourcit les fameux 14 jours, on aura par définition perdu une partie des gens qui, au jour 10, au jour 12 par exemple, déclarent la pathologie ou sont encore porteurs d'un peu de virus vivant. On va donc perdre 10, 20%, peut-être un peu plus, de personnes qui pourraient être porteuses du virus. Par contre, en diminuant le nombre de jours
éventuellement d'ailleurs en faisant un frottis au bout de 5 jours ou 7 jours. On pourra ainsi améliorer la compliance, c'est-à-dire la manière dont les gens vont comprendre et respecter ce type de mesures, parce qu'elles seront moins contraignantes pour eux que 14 jours, qui est un bloc relativement long. Ce genre de point est actuellement en discussion au niveau des instances scientifiques, et c'est sur base des conseils des scientifiques que le politique, in fine, devra décider ou non de ce raccourcissement. Er is discussie over een eventuele inkorting van de quarantaineperiode. Welke mogelijke risico's kunnen daaraan vasthangen? Wanneer iemand ziek wordt en symptomen vertoont, dan is dat heel duidelijk. Die persoon kan in quarantaine gaan. Wanneer iemand blootgesteld wordt aan het virus zonder symptomen, gaat men 14 dagen nemen om te kijken of symptomen zich ontwikkelen. Die 14 dagen houden rekening met 95% van de gevallen die al dus kunnen worden gedetecteerd. Wanneer die 14 dagen wordt ingekort tot 12 of 10 dagen, zullen minder dan 95% van de gevallen worden gedetecteerd en kan het virus zich dus bij die subgroep zich nog verspreiden in de bevolking zonder dat men daarvan op de hoogte is. En dit is nu ter discussie tussen de wetenschappelijke de onderzoekers, dus de experten en de overheden, om te kijken wat haalbaar is in functie van de detectie, maar ook in functie van het respecteren van die 14 dagen, die inderdaad niet zo makkelijk is in het dagelijkse leven om op te volgen. Oké, dank u wel. Het was de persconferentie voor vandaag. Zoals aangekondigd zal de volgende persconferentie vrijdag doorgaan om 11 uur. Donc, la prochaine conférence de presse aura lieu le vendredi à 11 heures. Merci.